Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour. Donc, cette vidéo s'adresse aux étudiants de troisième année physique fondamentale et première année master physique matériaux d'après les canevas ministériels. Mais ça n'empêche pas qu'elle doit être s'adresser vers d'autres spécialités pour différents étudiants aussi. Alors, nous savons tous qu'on est en plein dans la crise de coronavirus. Donc, chers étudiants, j'ai décidé de vous faire quelques cours sous forme de vidéo. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes bloqués chez vous, c'est sûr. Certainement, parmi vous, maîtrisent ces techniques, ces logiciels, mais il y a d'autres qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Alors, c'est pour cela que j'ai décidé de présenter ces cours sous forme de vidéo pour faciliter la tâche de suivre les cours à distance ou bien sous forme de vidéo YouTube. Ok, donc aujourd'hui, on va essayer de vous présenter le premier cours concernant Introduction à la physique numérique. Alors, on va essayer de commencer Introduction à la physique numérique. Donc, comme vous voyez, c'est une combinaison entre la physique et la numérisation. Alors, c'est quoi la physique? Tout simplement, c'est toute science qui étudie les phénomènes naturels qui nous entourent avec toutes ces formes. Donc, pourquoi? Donc, on va essayer de comprendre et modéliser ces phénomènes pour les contrôler, ou bien éviter des risques parfois s'il existe. Alors, la question qui se pose, pourquoi on étudie physiquement les phénomènes? Je pense que la meilleure technique, la meilleure méthode pour répondre à cette question, c'est de présenter quelques domaines d'application de la physique. Imaginez-vous si on s'intéresse par exemple à construire des tours, on est obligé de mélanger, par exemple pour avoir le béton, on est obligé de mélanger l'eau, plus ciment, plus le gravier, plus du sable pour avoir le béton. Donc, comment on peut avoir telle dose ou bien telle dose? Donc, c'est une étude physique. Par exemple, si on s'intéresse à la climatisation et le chauffage, soit individuel ou central, nous sommes obligés de chercher, si vous voulez, la position appropriée du climatiseur, par exemple, pour avoir le bon chemin de l'air, le bon chemin, la bonne direction de ventilation pour avoir une climatisation optimisée et pour avoir, si vous voulez, minimiser la consommation d'énergie. Si on s'intéresse, par exemple, au transfert de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse, on s'intéresse de plusieurs types d'isolants, quel que soit le mode de transfert de chaleur, par exemple, utilisé, comme le cas de la conduction, bien la convection, bien le rayonnement. Notez bien ici que malgré les trois phénomènes puissent avoir lieu simultanément, mais dans ce cas, si vous voulez, l'un des mécanismes généralement est prépondérant. Donc, pour voir ça, pour contrôler ça, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, au domaine du transport, à titre d'exemple, par exemple, la charge concentrée utilisée sur le plateau, bien charge répartie sur le plateau d'un camion, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, au nombre de boulons qui fixent la roue, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, à les lignes de courant qui frappent l'interface du bus, par exemple, pendant le mouvement de ce bus, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, au nombre
ou bien le poids concentré qui doit être, si vous voulez, exercer sur ce poteau pendant un véhicule, si vous voulez, de transport urbain, comme le cas du TGV, tram. Donc, c'est une étude physique. Si on s'intéresse aux lignes de courant qui frappent ici, sur l'interface du train, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, au système aérodynamique, comment les hélices fonctionnent, comment le système turboréacteur fonctionne pour le décollage et l'atterrissage des avions, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, au couplage du moteur de combustion interne entre les moteurs et les boîtes de vitesse, comment on peut générer le mouvement des roues si nous avons, si vous voulez, attraction avant ou bien arrière, c'est une étude physique. Plus elle est étude mécanique, mais c'est une étude physique. Parce que si on s'intéresse, par exemple, à l'engrenage des pignons, c'est une étude physique. Si on s'intéresse de déplacement avec une bicyclette, c'est un moyen de transport simple, mais si vous voulez, pour calculer le diamètre du roue, comment le nombre de rotations qui doit être effectué pour déplacer de tel point jusqu'à l'autre, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, à la propagation des ondes, soit les ondes sonores ou bien chaleur, ou bien les transferts de chaleur. À titre d'exemple, ici, nous avons des propagations des ondes. Donc, la question qui se pose, par exemple, pourquoi cette onde est circulaire et non pas triangulaire ou bien rectangulaire? Quel est le sens de propagation? Est-ce que cette onde est visible comme vous voyez ici? Par contre, ici, pour les propagations sonores, l'onde n'est pas visible. Est-ce que la fréquence entrante, c'est la fréquence sortante? C'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, à l'astronomie, donc le mouvement et la vitesse des planètes autour d'elles-mêmes, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, au changement d'état des matériaux, de l'état solide vers liquide, ou bien gaz, ou bien l'inverse, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, à l'évolution des bougies, donc, si vous voulez voir comment on peut augmenter la durée de vie de la bougie, donc c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, aux travaux dans les laboratoires, comme le cas des chimistes et des biologistes, donc solution 1 plus solution 2 donne un nouveau produit. Est-ce que ce produit est toxique, à titre d'exemple? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il a une température importante ou bien faible? Donc, pour voir les réactions effectuées ici, pendant la réaction chimique, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, aux phénomènes naturels, comme le cas des tornades, nous savons tous qu'une tornade est une tourbillon de vent extrêmement violent. Lorsqu'on parle, par exemple, l'ouragan, par exemple, donc la vitesse peut atteindre jusqu'à 118 mètres par seconde. Il est limité entre 33 et 118 mètres par seconde. Donc, quel est le sens de mouvement du vent? Comment elle peut influer sur, si vous voulez, plusieurs plantes? C'est une étude physique. Comment, par exemple, la pluie tombe avec une inclinaison bien déterminée? C'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, au volcan, quelle est la température intérieure? Quelle est la température de sortie? Est-ce que ce fluide qui s'écoule ici, est-ce qu'il est dangereux ou non? Si on s'intéresse au brouillard, par exemple, pour améliorer la visibilité, par exemple, la visibilité pendant la conduite. Est-ce que la conduite c'est possible dans tel cas ou une autre? Donc, c'est une étude physique. Si on s'intéresse, par exemple, au séisme, donc comment on peut construire, si vous voulez, des bâtiments anti-séisme. Donc, c'est une étude physique. Comment ça se passe pendant le séisme? C'est une étude physique. Alors, comme vous remarquez, j'ai donné plusieurs exemples. Pourquoi? Pour vous montrer tout simplement que la physique, c'est un module de base. Il est très important. Il est intégré dans tous les domaines sans exception. Mais avec l'évolution de la technologie et le temps, ils sont passés à ce qu'on appelle la physique numérique. Qu'est-ce que ça veut dire, physique numérique? Tout simplement, c'est un sous-domaine où nous combinons entre trois éléments.
l'élément de la physique, l'élément mathématique et l'élément de l'informatique. Lorsqu'on parle de l'élément de l'informatique, c'est-à-dire une approximation, c'est la simulation. Okay? Bien sûr, afin de les traiter numériquement, utilisons un ordinateur. Et pour communiquer avec l'ordinateur, nous sommes obligés d'utiliser des langages machines, comme le cas de programmation, Fortran, MATLAB, C, Pascal, etc. Donc, on est obligé d'utiliser le langage pour programmer les équations obtenues après l'étude mathématique. Si on n'a pas la possibilité de trouver des solutions analytiques. Je vais essayer ici de vous présenter un exemple simple. C'est un système vibratoire, comme vous voyez, pour montrer comment on peut modéliser ou bien comment on peut voir la transition entre les éléments de la physique, les éléments mathématiques et puis, bien sûr, les éléments numériques si il est nécessaire. Alors, ce exemple, si vous voulez, c'est un ressort linéaire de masse négligeable, comme vous voyez, avec une longueur libre L0. OK? Donc, la position d'une masse lotte de masse 1 attachée à son autre extrémité ici. Donc, il est attaché dans le bâti ici, mais à l'autre extrémité, donc on va essayer d'attacher une masse lotte M. Donc, après l'attachement, on aura automatiquement une dilatation X0. OK? Donc, puis, on va essayer d'écarter cette masse lotte avec une distance X et on lâche. D'accord? Pour créer le mouvement. Alors, c'est un phénomène physique vibratoire. On va essayer de modéliser ça, c'est-à-dire de passer de l'élément de physique vers l'élément mathématique. Donc, il y a plusieurs méthodes pour résoudre ça, comme le cas de la méthode de Lagrange, à titre d'exemple, ou bien la méthode de Newton, comme on va essayer d'utiliser ici. Donc, en équilibre, la somme des F égale à 0, la somme des forces extérieures égale à 0. Donc, automatiquement, ici, c'est l'état de repos, ça, c'est l'état d'équilibre, et ça, c'est l'état de mouvement. Alors, pour l'état d'équilibre, on a P moins T, P c'est le poids qui est fixé ici, donc P c'est mg, et T, il est dans ce sens, donc automatiquement, P moins T égale à 0, on aura P égale à T. Donc remplaçons chacun par sa valeur, donc mg moins K x0 égale à 0, parce que attention, T du ressort, c'est K fois x0. K, c'est la rigidité du ressort, et x0, c'est la dilatation initiale. Okay? Donc, on aura mg moins k x0 égale à 0 comme équation 1. Maintenant, arrivons à l'état d'équilibre, à l'état de mouvement. Pardon. Donc, la somme des F égale à m gamma. Gamma, c'est l'accélération. On peut la remplacer avec x de point, puisque l'accélération, c'est la deuxième dérivée de déplacement, si vous voulez. Donc, on aura P moins T égale à mx de point. Remplaçons chacun par sa valeur. Donc, on aura mg moins k. Ici, le déplacement prévu après l'écartement de cette masse-là, c'est x0 plus x. Donc, moins k, x0 plus x, égale à mx de point. On va essayer de simplifier cette équation. Tout simplement, on aura mg moins k x0 moins kx égale à mx de point. Et puisque d'après la relation 1, ce terme égale à 0, il est nul, donc automatiquement, on aura mx de point plus kx égale à 0. Donc, x de point plus k sur m fois x égale à 0. Alors, nous savons tous que les équations différentielles, ce sont des équations où il y a le variable x, la fonction y et leur dérivée. Ici, nous avons le variable x, la fonction y et la deuxième dérivée, si vous voulez. Donc, c'est une équation différentielle d'ordre 2. La solution est de la forme a x de t égale à a cos oméga t plus phi ou bien a sinus oméga t plus phi. Oméga, c'est la pulsation propre, c'est une constante qui est égale à racine de k sur m. Et phi, c'est la phase initiale. Alors, essayez d'imaginer, nous avons trouvé par exemple, essayez de me suivre ici, donc utilisons un système vibratoire harmonique avec un seul degré de liberté. Il nous a donné une équation différentielle d'ordre 2. Alors, la question qui se pose, si nous avons
3, 4, 5 degrés de liberté, par exemple. La question qui se pose, quel sera l'ordre de l'EDP, l'équation en dérivée partielle obtenue? Deuxième question à poser, quelle sera la complication prévue? Est-ce qu'on peut résoudre cette équation obtenue analytiquement? Sinon, est-ce qu'on peut la résoudre numériquement? Si oui, avec quelle méthode? Avec quelle technique? Et jusqu'à quelle limite de précision on peut estimer l'erreur? Tout ça, ce sont des problèmes prévus qui nous attendent, bien sûr, pendant la réalisation des équations fondamentaux du transfert d'un phénomène physique à des équations mathématiques. Lorsqu'on trouve des difficultés automatiquement, de résoudre le système analytiquement, on s'oriente aux méthodes numériques d'une manière obligatoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle physique numérique. Alors, quel est l'objectif d'étudier ça? Premièrement, de comprendre, de contrôler et éviter les risques. Comment ça comprendre? Donc, lorsqu'on comprend quelque chose, on peut le contrôler. On peut éviter les risques, sans risque, comme le cas des volcans, par exemple. Comment on aura l'écoulement avec une température importante pour éviter, par exemple, est-ce qu'on peut avoir l'itinéraire de ce mouvement? Donc, étudier ça, c'est pour éviter les risques dans ce cas. Lorsqu'on parle de la pluie, comment on peut bénéficier des gouttes d'eau? À titre d'exemple, lorsqu'on parle de confort, comme le cas du confort thermique pour le bâti, nous savons tous que, par exemple, au Sahara ou bien les Antarctiques, pendant la période estivale, on peut avoir la température qui peut atteindre jusqu'à 50 degrés, 45 degrés. Ce n'est pas facile de voir ça. Ce n'est pas facile de vivre dans ces conditions. Donc, on est obligé de minimiser ou bien augmenter, si vous voulez, la protection de l'être humain dans les bâtiments. Et automatiquement, lorsqu'on économise le refroidissement, comme le cas des climatisations centrales, pour minimiser l'utilisation des énergies fossiles et par conséquent, on va essayer de minimiser le dégagement de CO2. Et il y a aussi, bien sûr, et par conséquent, on va essayer de présenter les réductions possibles d'impôts, c'est-à-dire les charges, et ainsi de suite. OK? Alors, puisque les phénomènes naturels sont très compliqués, sont modélisés par des équations différentielles. Ces équations différentielles ne sont pas, si vous voulez, faciles à résoudre. Parfois, la solution est très difficile et parfois, elle est impossible. Donc, on s'oriente automatiquement vers la solution numérique. Le problème, c'est que comment on peut estimer l'erreur? Comment on peut calculer l'erreur? Ça, c'est le problème majeur d'études numériques des phénomènes physiques. Alors, c'est pour cela, essayez de suivre la vidéo suivante pour sur la façon d'estimer l'erreur d'une manière très, très simple. Merci pour votre attention.